Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonsoir, Claudia, qui réalise ce Libre Journal. Chers auditeurs, ce Libre Journal diffusé le 2 juillet 2026 a été préenregistré le 1er juin 2026. Et ce Libre Journal de la souveraineté a pour thème « Roland Hureau nous commente l'état présent des relations internationales et des deux conflits majeurs qui les marquent ». Et je reçois donc Roland Hureau. Roland Hureau, bonsoir. Bonsoir Michel. Alors Roland Hureau, rappelons que vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure, de l'ENA, agrégé d'histoire, auteur entre autres de plusieurs livres, Le Grand Déclassement, la politique étrangère de la France depuis 2017, publié aux éditions de Paris Mac Chalaille, Le Grand Reset n'aura pas lieu, publié chez l'Harmattan, L'homme qui n'aimait pas la France, publié aux éditions de Paris Max Chalaille, D'une crise à l'autre, Euro-mondialisation, France-Allemagne, publié aux Perspectives Livres, Jésus de Nazareth, Roi des Juifs, publié chez Desclés de Brouwer, Gnose et Gnostique, des origines à nos jours, publié chez Desclés de Brouwer. Et il y en a d'autres, mais je n'ai pas tout cité. Donc, une littérature très riche de votre part et touchant à la fois la période présente comme l'histoire la plus ancienne et dont vous êtes un spécialiste, je dirais, assez unique. Gnose et Gnostique, Jésus de Nazareth, Marie-Madeleine aussi, vous avez écrit. Oui, mais je ne suis pas un spécialiste, précisément. Enfin, bon, j'aimerais bien avoir votre niveau de spécialité, quand même. Oui. Alors, pour venir à notre thème, Roland Hureau, deux conflits majeurs affectent présentement les rapports internationaux et leur équilibre, celui d'Ukraine, opposant cette dernière à la Russie, l'attaquante, et au Proche-Orient, la coalition israélo-américaine qui vise à faire plier l'Iran. Des trois grands acteurs internationaux, deux d'entre eux sont partie prenante de ces conflits, les États-Unis et la Fédération de Russie. La Chine, premier rival des États-Unis, relativement discrète, n'entretient pas moins des relations privilégiées avec deux protagonistes, la Russie et l'Iran. Non seulement l'ordre politique international est touché par cette belligérance qui pourrait à terme modifier les rapports de puissance, mais c'est aussi les économies à travers le monde qui risquent d'être éprouvées, certaines l'étant déjà. Les sanctions prises contre la Russie après son attaque contre l'Ukraine ont interrompu une part substantielle de l'approvisionnement en gaz de l'Europe, l'arrêt du trafic dans le détroit d'Ormuz par lequel transitent 20 à 25% du pétrole brut et raffiné consommé dans le monde, donc 80% à destination de l'Asie, et 25% du GNL, sans compter d'autres produits comme l'aluminium, l'ammoniac ou l'hélium, pénalisent fortement l'économie mondiale. Consommateurs comme producteurs du Golfe Persique sont affectés, pouvant compromettre pour ces derniers leur plan de développement économique. Pour l'instant, il est difficile d'en mesurer tous les effets, en particulier sur l'économie française, déjà en grande difficulté. Outre ces deux conflits, nous pourrons aborder aussi, Roland Hureau, la relation entre la France et l'Afrique et notre départ forcé de plusieurs pays du continent sous la présidence d'Emmanuel Macron. Alors, je vous propose de débuter par la situation au Proche-Orient et l'état du conflit entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. Roland Hureau, oui, je vous en prie. Un sujet très opportun puisque les choses semblent bouger. Nous avons appris hier soir Hier soir, 31 mai, je précise. Le 31 mai, qu'un accord était imminent. Espérons que c'est vrai, mais on n'en est pas sûr. Surtout compte tenu du caractère un peu particulier de Donald Trump qui multiplie les déclarations contradictoires sur beaucoup de sujets. Mais enfin, c'est sûr qu'il s'est passé un événement considérable. On ne peut pas ne pas considérer que l'expédition israélo-américaine contre l'Iran est globalement un échec. Ils n'ont pas, sauf si l'on considère que l'assassinat, je dis assassinat parce que entre chefs d'État ça se faisait pas, de l'ayatollah Khamenei soit une réussite. Mais ça ne devait être que le prélude à un changement de régime, un mot très à la mode,
qui est complètement illégal, puisque précisément dans la Charte des Nations Unies, vous avez un article qui proscrit les changements de régime de l'extérieur. C'est le principe de non-intervention. En fait, on ne se prive pas de l'utiliser. On pouvait penser qu'en décapitant le régime ou l'État iranien, au niveau religieux, on pouvait obtenir une politique complètement différente. D'abord, ça ne marche jamais, parce qu'on a un précédent. Vous aviez le Shah d'Iran, qui était très largement inféodé aux États-Unis et à l'Angleterre. Mais à un moment donné, les anglo-saxons ont trouvé qu'il n'était pas suffisamment satisfaisant, il n'était pas suffisamment démocratique. Donc on a appuyé discrètement les mollahs et l'ayatollah Khomeini pour qu'ils prennent le pouvoir. Et on pouvait penser que c'était un pouvoir démocratique, puisqu'il y avait d'immenses foules dans les rues de Téhéran et ailleurs qui l'applaudissaient et qui demandaient son retour. Vous avez vu le résultat, c'est-à-dire que ça n'a pas été un régime plus favorable aux Occidentaux que celui du Shah d'Iran. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est assez classique, je veux dire, les Occidentaux croient, ils sont tellement imbus de représenter la démocratie qu'ils croient que plus un régime démocratique, plus il se rapproche d'eux. Non, en fait c'est faux. Le régime démocratique, c'est quelque part l'expression d'un certain populisme, d'un certain sentiment collectif du peuple. Or, tous ces peuples n'aiment pas les États-Unis. Donc, si vous leur donnez des dirigeants qui sont très attentifs à leurs sentiments, eh bien, ça n'est pas favorable à l'Occident. À votre avis, en Iran, en 1978, il y avait une forte hostilité aux États-Unis de la part des Iraniens. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais ça n'a pas été pris en compte, apparemment. Parce qu'à l'époque, ça ne s'était pas trop manifesté. Sinon, par l'odieux enlèvement, l'odieuse séquestration des diplomates américains qui, ça aussi, déjà a été une très mauvaise manière par rapport aux habitudes internationales. C'était... oui, mais il y a d'autres cas. J'ai d'autres cas où on croit qu'en démocratisant le pays, on a des gens plus favorables à l'Occident. C'est un immense orgueil d'ailleurs d'imaginer que les autres pays du monde considèrent que l'Occident est aussi démocratique qu'ils le croient. Enfin, eux ne pensent pas. Et puis, d'autre part, c'est pas forcément le meilleur moyen d'avoir des amis du monde anglo-saxon que d'ouvrir la porte à la démocratie, d'ailleurs. Ça fait une époque où, en Amérique latine, les Américains faisaient le contraire, c'est-à-dire qu'ils faisaient des coups d'État pour mettre en place des régimes qui leur étaient favorables, comme au Chili, en Argentine, et qui étaient... mais qui n'étaient pas du tout démocratiques. Donc... là, s'imaginer qu'en assassinant, il n'y a pas d'autre mot, l'ayatollah Khamenei, ils allaient instaurer la démocratie, c'était une grave illusion. D'autant qu'il y avait une autre illusion, c'est de penser que le régime n'était pas organisé, n'était pas solide, que si suffisait de tuer le chef, ou de le neutraliser comme on l'a fait au Venezuela, autre expérience qui ne me réjouit pas, de dégradation de l'ordre international. On allait avoir un régime complètement différent. En réalité, l'Iran était déjà très organisé, avec une strate religieuse, mais qui est en recul. Parce qu'aujourd'hui, certains disent que, du fait de la belligérance, ce sont les militaires, notamment les gardiens de la révolution, qui ont la réalité du pouvoir. C'est pas... Et que les mollahs sont un petit peu là pour donner une bénédiction de temps en temps, mais ils n'ont pas ceux d'aujourd'hui. D'autant plus qu'on ne connaît pas l'état de santé de Khamenei, fils. Bien sûr. Et son père était déjà très malade, d'ailleurs. Il y a ça. Et les États-Unis n'ont pas du tout réussi un changement de régime, bien au contraire. Nous savons, avec l'expérience de plusieurs, peut-être 1 ou 2 siècles au moins, qu'un
une agression, quelle qu'elle soit, rassemble les peuples autour de leur régime, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas. Et, par exemple, il est probable que Churchill et Roosevelt ont allongé la Deuxième Guerre mondiale en bombardant plusieurs grandes villes purement civiles, et ont permis à Hitler de tenir encore 2 ou 3 mois de plus. Mais on a d'autres exemples. On a le Vietnam. Les populations du Nord-Vietnam, plus on les bombardait, plus elles se resserraient autour d'un régime communiste que la plupart des gens n'aimaient pas forcément, parce que les Vietnamiens n'étaient pas tous communistes. Mais là, ils se sont rassemblés autour des États-Unis. On a d'autres exemples plus récents. L'Irak et l'Afghanistan sont des échecs flagrants. Oui, bien sûr. Mais là, on ne les a pas trop bombardés. Enfin, c'était... Oui, enfin... Bien sûr. Les interventions extérieures. Mais l'Ukraine, parce que l'erreur, c'est pas seulement du côté des États-Unis. Je pense que Poutine fait une erreur en bombardant, comme il le fait, l'Ukraine, les installations civiles. Je ne serais pas étonné, bien que je n'ai pas d'informations de première main, que le sentiment national ukrainien qui était quand même assez mitigé et assez partagé au début du conflit, se soit plutôt durci et plutôt développé à l'occasion de ces bombardements. Alors, bien sûr, il détruit les usines, etc. Mais alors, une autre idée qui est parallèle, c'est que plus on les bombarde, plus ils seront mécontents et plus ils vont se révolter contre leur propre chef pour que ça cesse et pour que la paix revienne. Alors ça, c'est vraiment l'erreur magistrale, l'erreur très grave. Et c'est toujours le contraire. Alors, pour le reste, les Américains ont perdu deux porte-avions quand même. Enfin, l'un a été bombardé par des Iraniens, ça c'est sûr. L'autre, il paraît que c'est un incendie de la cuisine. Le Gerald Ford, c'est le premier d'une nouvelle série. Il est probable qu'il n'était pas encore au point. Il y avait encore des défauts, puisque c'est la nouvelle classe de porte-avions américains. Oui. Enfin, en tous les cas, les porte-avions américains ont reflué. Ils ne sont plus dans l'environnement immédiat de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite. C'est donc, ils ne s'y sentent pas en sécurité. Ensuite, il y a toutes les installations qui se trouvaient dans les bases américaines de la région qui ont été très gravement endommagées, notamment tout ce qui permettait des contrôles d'un suivi par les radars, ce qui suppose que les Iraniens savaient très bien où il fallait frapper. On frappait très intelligemment à des endroits sensibles. Vous avez les dégâts qui sont intervenus en Israël, sur lesquels on a assez peu d'informations, parce que l'information est très bloquée. Le gouvernement israélien ne veut pas donner l'impression d'être dans la position de la victime. L'est-il, ne l'est-il pas? Mais là aussi, je suis certain que la guerre consolide l'attachement des populations au gouvernement actuel. En Israël aussi. En Israël aussi. Oui. Même si ce gouvernement, d'après ça on le sait, même si ce gouvernement est rejeté par toute une partie de la population. Et s'il est très engagé, on peut le tenir pour responsable de l'aggravation de la situation. Donc ça, c'est un principe général. Et l'Iran, s'agissant de l'Iran, on s'est imaginé que parce qu'ils avaient des gens qui avaient l'air assez primaires à la tête de l'État, je parle des religieux, primaires, en tous les cas, ayant des idées, des comportements venant de loin dans l'histoire, on s'est imaginé que c'est un pays archaïque et arriéré. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les mollahs, très crispés sur la question du voile, ont été très ouverts sur tous les autres sujets. Dès lors que les filles portent le voile, un voile qui ne couvre pas toute la tête, comme en Afghanistan, elles ont le droit de faire des clubs de supporters de
au football, elles ont le droit de faire des études universitaires, elles ont le droit de contrôler les naissances, et elles les ont terriblement contrôlées, puisque la natalité est tombée presque Le aussi taux bas de qu'en fécondité France. est très faible. Hein. Très Enfin, faible, et plus relative. faible que dans tout le reste du monde musulman. Oui, je crois qu'il était à 1,1, 1,2. Enfin, Là, vous êtes en avance sur moi. Moi, j'en étais encore à 1,7. Mais oui, c'est peut-être. pas, Oui, pas je un suis chiffre récent. Hein, ouais. 1,7. Oui, c'est plutôt ça. Mais surtout, l'Iran a aujourd'hui plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunis. Et dans ces ingénieurs, il y a 60% de femmes. Et tous ces gens-là, ils travaillent. Ils travaillent en particulier dans le domaine militaire. Oui, parce que Donc, la particularité, c'est quand même, d'une certaine manière, entre guillemets, la performance iranienne en matière de missiles et de drones, ce qui fait que, comme vous l'avez très bien souligné, ils sont capables non seulement d'attaquer les bases américaines dans le Golfe Persique, les Israéliens, mais ce qui est grave, les installations pétrolières et de production des monarchies du Golfe Persique. Au titre des échecs bien sûr, au titre des échecs américains, on peut ajouter que le blocage du détroit, ils n'ont pas de solution militaire au blocage du détroit d'Ormuz. Parce que, pour des raisons assez complexes, en fait, qui tiennent à la géologie de l'embouchure du détroit. Et c'est donc un revers extraordinaire. Mais comme Trump fait partie d'une société de communication, les États-Unis sont de plus en plus une société de communication. Vous avez des théoriciens qui disent que la réalité sur le terrain ne compte pas. La seule réalité qui compte, c'est ce qu'on fait croire au peuple par de vrais techniciens alors de la com. Est-ce que Trump est encore assez crédible pour faire signer un accord et faire croire que c'est une victoire? Il pourra dire j'ai débloqué le traité. Le détroit d'Ormuz, mais qui était débloqué. Qui n'était pas bloqué au départ. Sa position est très très délicate. Deux raisons, parce qu'on n'aime pas les gens qui perdent. Et la deuxième, c'est que tout son programme, le programme de la partie des conservateurs qu'on appelle MAGA, c'est-à-dire des presque isolationnistes, enfin plus ou moins isolationnistes, c'était la partie la plus importante de son électorat, mais ils ont été trompés, ils ont eu le sentiment que Trump faisait le contraire de ce qu'il leur avait promis. Sur ce sujet-là, on peut regarder alors ça nous amène à une autre question. Oui, pardon. Oui, parce que il apparaîtrait que au mois de février précédent donc l'attaque, l'entourage de Donald Trump, mis à part son secrétaire d'État à la guerre, était plutôt réticent par rapport à une attaque contre l'Iran. Enfin, je crois qu'il y a un article qui était sorti dans le New York Times sur le sujet, disant que il y avait une réticence. Sur l'entourage, le Pentagone, même la CIA, c'est un monde assez divers, mais enfin, la directrice du renseignement qui vient d'être licenciée, d'ailleurs, avait dit qu'il n'y avait pas de chantier de préparation d'une arme nucléaire en Iran. Mais la raison officielle d'intervention, c'est qu'il y avait menace sur la paix du monde en raison de la préparation d'une arme nucléaire en Iran. Or, il n'y avait pas de préparation. Et ça, c'était certain, parce que l'ayatollah Khomeini et son successeur Khamenei avaient dit depuis très très longtemps, depuis les années 80, que l'arme nucléaire n'était pas compatible avec le Coran. Alors, on ne l'a pas cru, on a rigolé, on a dit que c'est qu'il nous trompait, que c'était la takia, etc. Je pense qu'à ce niveau-là de responsabilité, y compris religieuse, la takia, je ne sais pas si c'est le cas. En tous les cas, ils ont préparé du combustible nucléaire à forte teneur. Comment ça s'appelle, à forte... Oui, en enrichissement de l'uranium. Forte teneur fort enrichissement. Ce sera à 60%.
Oui, il en faut 80 pour faire pour l'arme nucléaire. Oui, mais on y arrive assez vite quand on est à 60. Oui, pareil, faut pas spécialiste, mais bon. Et puis on avait dit, il y avait eu une guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran 6 mois avant, enfin l'année dernière, qu'on avait appelée la guerre des 12 jours, je crois, et qui s'était terminée par une intervention flamboyante de Donald Trump, qui avait bombardé les sites nucléaires et qui avait dit au monde entier, maintenant le problème est réglé, il n'y a plus de préparation d'armes nucléaires. Et les Israéliens qui disaient le contraire ont été obligés pour ne pas perdre la face, de le croire, ou de faire semblant. Alors, cet accord, la possibilité d'un accord se heurte à beaucoup de difficultés, peut-être, mais principalement Israël, parce qu'Israël est à l'initiative de la guerre, de la dernière en tous les cas. Ça, peu de gens en doutent. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Donald Trump pour entamer cette guerre avec aussi peu de précautions contre la vie de presque tout ce qu'il avait autour de lui de compétents, contre ses engagements politiques, malgré les risques d'échec. Alors, la version qui circule le plus, c'est qu'il a été contraint par Netanyahou. Lui aurait dit I had no choice, j'avais pas le choix. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Les gens vous disent on le fait chanter. Faire chanter, oui, mais enfin, faire chanter quelqu'un qui, personnalité de ce style, vous pouvez rajouter une casserole à tout ce qui existe, elle ne s'entendra pas beaucoup. Hein, c'est pas ça. Qu'il y ait des menaces sur sa vie, ou des menaces sur la vie de ses proches, comme je l'ai vu hier, il ne faut rien exclure. Hein, il ne faut rien exclure dans le monde difficile où nous vivons. Hein, Et autant la position israélienne compréhensible après les attaques du 7 octobre 2023, autant c'est vrai que la position de Donald Trump est beaucoup moins compréhensible parce que le problème ou la question, c'est toutes les conséquences pour la région, outre le blocage du détroit d'Ormuz, mais qui peut n'être que provisoire. C'est, je dirais, toutes les monarchies du Golfe, d'une certaine manière, qui sont en cause. Non seulement elles sont exportatrices d'hydrocarbures et actuellement, bien évidemment, elles sont restreintes pour le moins dans leurs exportations, mais certaines de leurs installations ont été détruites et ces monarchies avaient fait le pari du développement économique. Est-ce qu'elles ne risquent pas aussi d'être entravées dans ce développement économique et que ce développement économique pouvait donner lieu justement et donner lieu, s'agissant des Émirats arabes unis, à un rapprochement avec Israël. Donc c'est toute l'évolution de cette région qui peut être en cause. Et là, donner lieu à un rapprochement avec Israël, c'est ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Absolument. Qui sont sans doute obsolètes aujourd'hui. Oui. Et il se dit que parmi les raisons qui auraient convaincu Trump dans les quelques derniers jours là, de faire une paix rapidement, c'est qu'il est allé au Proche-Orient et il a rencontré tous ceux dont vous parlez, y compris l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Qatar, Bahreïn. Bahreïn, c'est Monaco, hein, c'est pas très, mais et qu'ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait faire la paix avec l'Iran, qu'ils seraient les premières victimes s'il y avait un dérapage du conflit qui pourrait être nucléaire, en fait, parce que si Trump se dit je suis un revers, l'Amérique ne doit pas échouer, donc je repars à la charge avec des forces supérieures, comme ça ne peut pas être des hommes, parce qu'il a été prouvé qu'il n'avait pas les hommes non plus pour aller sur le terrain. L'armée américaine n'est pas dans un état extraordinaire. C'est un terrain très, très difficile, hein. Pardon ? L'Iran, je crois que c'est un terrain très difficile. Bien sûr. Oui. Puis, alors bon, avec le risque de perdre 2000 hommes, Trump serait obligé pratiquement de démissionner, quoi. Il a déjà ses élections de mi-mandat, novembre. Je ne vois pas de raison qu'il les gagne aujourd'hui. Et il peut éviter, peut-être, s'il annonce une paix qui a l'air d'une victoire, il peut peut-être éviter un désastre pour les
pour les républicains, parce que les démocrates ne le critiquent pas sur ce terrain-là. Mais ils sont prêts à récupérer tout le bénéfice politique. Parce que les démocrates sont très liés aux néoconservateurs. C'était les néoconservateurs qui ont gouverné sous Obama et puis ensuite sous le président, le dernier président. Et les conservateurs sont très liés à Israël. D'ailleurs, beaucoup sont juifs. On ne sait même pas s'ils dirigent plutôt l'État d'Israël ou plutôt les États-Unis. C'est une, pas tous, hein. Condoleezza Rice ou encore Madame Clinton. N'entre pas dans cette catégorie. Ce n'est pas les plus modérés. Hein. Ça n'a pas été les plus modérés dans l'histoire récente. Alors, on peut craindre un dérapage, mais là, Trump les a rencontrés sans aller en Israël, sans voir Israël. Donc c'est déjà ça. La pression interne ce qu'il est convenu d'appeler le lobby pro-israélien, qui ne couvre pas tous les juifs, parce que de plus en plus, il s'avère que la majorité des juifs américains s'en fichent. Ou ils prennent leur distance. Mais qui contient quand même des hommes très riches, donc, dont l'appui est nécessaire, est très puissant. Est-ce que ce lobby va triompher et imposer à Donald Trump une escalade? Très franchement, je ne le crois pas. Je ne crois pas. D'autant que vous avez dans le monde juif international, vous avez des gens qui sont quand même assez réticents vis-à-vis de la politique de Netanyahou, qui entraîne leur propre discrédit dans les pays où ils sont. Et puis aux États-Unis, vous avez quand même une évolution de l'opinion, spécialement des plus jeunes, qui étaient massivement pro-israéliens et qui deviennent de plus en plus pro-palestiniens ou indifférents. Pour la première fois, il y a environ un mois, on avait, dans un sondage, vu qu'il y avait davantage de sympathisants des Palestiniens que de sympathisants d'Israël. Et surtout chez les moins de 30 ans. Surtout chez les moins de 30 ans. Ça, pour moi, le vrai danger pour Israël, il est là. Le vrai danger pour Israël, ce n'est pas l'Iran, qui avait sûrement pas l'intention, quoi qu'il ait dit imprudemment un ancien président, c'est pas de détruire Israël, enfin en tout cas pas au sens où nous l'entendons. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient détruire la structure de l'État d'Israël, qu'ils voulaient que ce soit un seul pays démocratique, où tous les Palestiniens et Israéliens auraient le one man, one vote. Mais en revanche, il se prépare une catastrophe pour Israël si l'évolution de l'opinion américaine telle qu'elle est engagée se poursuit. Trump lui-même a dit que le lobby pro-israélien au Congrès était un peu moins influent qu'il l'a été. Et là, on ne sait jamais, ça peut aussi basculer complètement du côté... Ça peut basculer en antisémitisme, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent ce sont les Israéliens, ils commencent à nous embêter, ils nous ont mis dans des graves difficultés, ils sont responsables de notre échec. Je sais pas ce qui va se passer. Et ça vaut aussi pour l'Europe, d'ailleurs, ça vaut pour l'Europe. Vous avez... Et pour l'Occident en général. Il est clair que l'État d'Israël, qui a tout à fait d'excellentes raisons de continuer tel qu'il est, dans les frontières qui sont ses frontières actuelles, l'État d'Israël est menacé de désaffection et n'existe que par l'appui d'une grande puissance qui est les États-Unis. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que l'appui militaire, mais justement, par rapport au conflit actuel, donc, il y a la question de l'Iran. La base de négociation entre les États-Unis et l'Iran, ça pourrait être la réouverture, la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, ce qui serait une défaite cachée, si j'ose dire, pour les États-Unis. Et puis, pour Israël, il y a tout le problème de Gaza.
le problème du Liban, sachant que s'agissant de Gaza et du Hamas, les pays arabes, Égypte et pays du Golfe Persique, ne versent pas beaucoup de larmes sur le sort des Palestiniens, il faut dire ce qui est. Et l'Iran encore moins. Hein. Et l'Iran encore. Enfin, l'Iran, je sais. Ah si, je peux vous assurer, j'ai Oui. des contacts avec les Iraniens. D'abord, ils ont un immense mépris pour les Arabes. Et comme les Palestiniens sont les plus malheureux, donc les plus méprisables dans leur hiérarchie de normes, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ils n'ont pas été très aidés par qui que ce soit, d'ailleurs, les Palestiniens de Gaza. D'autres qui sont sunnites, que les Iraniens sont chiites. Ça compte aussi. Donc, Gaza, qui est encore un problème pour les Israéliens, certes, mais... c'est surtout un problème pour les Palestiniens, tout de même. Hein. Oui, mais c'est quand je dis un problème politique, mais c'est vrai qu'ils risquent d'être abandonnés à leur triste sort. Alors, quid du Liban, du Liban aujourd'hui, où donc Israël mène des opérations contre le Hezbollah. Le problème de ce pays, finalement, n'a jamais retrouvé d'équilibre depuis le début de la guerre civile de 1975. Alors, est-ce qu'un jour, il y a un équilibre qui sera retrouvé au Liban, sachant que les maronites ne sont plus aussi dominants politiquement qu'ils l'étaient? Et la paix au Liban est loin d'être revenue. Je reviens à Gaza. Gaza, une des causes de l'affaiblissement de la position israélienne aux États-Unis, c'est le spectacle quotidien des bombardements de Gaza. Parce que chez nous, en France, pays de la liberté, il y a eu une certaine censure sur ce sujet-là. Aux États-Unis, les jeunes Américains ont vu tous les jours sur Internet, sur les réseaux sociaux, l'effet des bombardements de Gaza, qui n'ont pas touché que les militants du Hamas. D'ailleurs, je ne sais pas très bien comment on distingue un militant du Hamas d'un homme normal. Donc, il y aurait un coup politique important si les bombardements n'ont pas arrêté. Mais enfin, ils sont niveau beaucoup plus faible qu'autrefois, si ces bombardements continuaient. Je ne pense pas que Trump ait intérêt à appuyer ce genre de choses, mais il ne fait pas tout ce qu'il veut. C'est-à-dire les Israéliens ont une grande marge de manœuvre qu'ils s'octroient. Pour le Liban, là, c'est la position des Israéliens est quand même un petit peu étonnante. On a un peu l'impression qu'ils veulent se venger de leur échec en Iran, en bombardant les populations du Sud-Liban, massivement. Sachant que l'armée israélienne a fourni énormément d'efforts ces derniers mois et ces dernières années, et elle commence, d'après les informations qu'on a, à être à bout de potentiel au niveau du recrutement. Et puis tous ces gens qui sont recrutés sur la base du service national manquent dans les entreprises. Oui. Ce qui perturbe beaucoup l'économie. Il y a beaucoup de raisons. Il reste qu'Israël, actuellement, ne dit rien sur les négociations autour de l'Iran, mais par contre, bombarde tous les jours le Liban. Et vont-ils très au nord? Je ne sais pas, puisqu'au nord, c'est chrétien. C'est que des chrétiens. Mais en tous les cas, les quartiers de Beyrouth qui sont chiites. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils en attendent? Alors, on dit ils attendent d'annexer le Sud pour réaliser le Grand Israël. Il y a ce mythe du Grand Israël dont on parle beaucoup, peut-être pas. Mais est-ce que c'est pas une utopie, parce que ça serait c'est une utopie, évidemment. Oui, au niveau au sud du Litanie, c'est une utopie. Mais si vous enlevez tous ceux qui y sont, et là il y a chiites ou chrétiens, parce que les sunnites sont plutôt autour de Beyrouth. Et d'abord, il faut trouver des populations pour mettre à la place. Mais enfin, si vous faites un no man's land, on ne comprend pas. Alors, ils veulent détruire le Hezbollah, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'ici. On ne voit pas comment ces bombardements, là aussi, c'est pareil. On croit que ces bombardements, les Israéliens croient, les Américains aussi sans doute, vont accroître l'hostilité
des Libanais vis-à-vis du Hezbollah et donc les amener à les chasser. Mais non, mais c'est totalement utopique. Et c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que moi, je suis en relation avec plusieurs Libanais. Il y en a qui sont très hostiles au Hezbollah, qui disent que c'est la cause de leurs problèmes. Et il y en a d'autres qui disent, d'ailleurs, il y avait presque autant de problèmes avant que le Hezbollah existe. Mais enfin, et d'autres disent que le Hezbollah nous défend, c'est le seul qui soit capable de nous défendre. L'armée libanaise, c'est rien du tout. Quant à dire que on arrêtera de bombarder le jour où l'armée libanaise se sera débarrassée du Hezbollah, mais c'est totalement impossible. L'une existe et l'autre n'existe pas. Enfin, ou alors c'est un moyen d'empêcher un règlement global, de continuer à frapper sur le Liban. Je ne sais pas, mais j'approuve tout à fait, pour une fois, vous me connaissez, hein, la politique de la France, puisque Macron a pris l'initiative au Conseil de sécurité de demander à condamner les agissements des Israéliens au Sud-Liban. Bon. Mais justement, par rapport à toute cette évolution, le Hezbollah, le Hamas, ou je dirais l'aspect religieux, l'islamisme l'emporte quand même. Il y a une profonde évolution du Proche-Orient depuis plusieurs décennies, puisque les grandes puissances régionales de l'époque, la Syrie, l'Irak, ont disparu en tant que puissance régionale. L'Égypte n'est plus ce que l'était. Souvenons-nous de 1967. L'Égypte, l'Irak, la Syrie, même la Jordanie s'étaient jointes. Et nous avons une profonde évolution. Est-ce que le conflit, en vous écoutant, n'est pas encore plus difficile à résoudre, vu les tensions qui se sont développées, qu'il ne l'était, par exemple, dans les années 70 avec Sadat? Sadat a fait la paix entre Israël et l'Égypte. Ça lui a coûté la vie, d'ailleurs. Cette paix, ensuite, les Américains ont fait pression pour que le Sinaï soit rendu à l'Égypte. Et ça, c'est méritoire. En tout cas, c'est un exploit, parce que pour qu'Israël rende des territoires, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. D'ailleurs, je crois que certains milieux n'ont pas pardonné à Nixon, qui était derrière cette politique. Et il lui est arrivé des ennuis ensuite. Je sais pas, je peux pas. Il faut quand même être un peu analytique. Il y a les vrais problèmes et les faux problèmes. Il y a un pays qui pourrait poser un jour des problèmes et dont on ne parle pas, c'est la Turquie. Enfin, c'est la Turquie qui était loin d'être neutre dans tous ces événements. Oui, la Turquie d'Erdogan, qui a bien changé. Qui a aidé le Hamas plus que ne l'a fait l'Iran. C'est pour ça que je dis, il y a une évolution quand même, j'allais presque dire civilisationnelle dans la région, avec la montée en puissance de l'islamisme, et je dirais, l'époque du nationalisme arabe est maintenant révolue, si j'ose dire, et que est-ce que ça ne complexifie pas la question pour une résolution et le rétablissement de la paix dans une région qui, depuis des décennies, est sujet justement, depuis la fin de l'Empire ottoman. Les Occidentaux ont tout de même fait ce qu'il fallait pour détruire le nationalisme arabe, parce que la politique sur les 40 ou 50, et même peut-être déjà dans l'entre-deux-guerres, des anglo-saxons était de soutenir, de combattre et de détruire les États fondés sur le nationalisme arabe, et généralement sur une armée cohérente, au bénéfice des islamistes. C'est ce qui s'est passé, mais c'était c'était déjà passé quand les Occidentaux ont préféré les mollahs aux chats. C'est ce qui s'est passé de facto en Irak. C'est ce qui s'est passé en Syrie. C'est ce qui a failli se passer en Égypte, mais finalement, on est revenu à l'ancien modèle de l'État militaire, non pas laïque, mais pas fanatique. Pas fanatique. À mon avis, c'est cette politique qui
qui est en cause. C'est une... Parce que les islamistes n'ont pas de vision... Le Hamas est divisé en deux factions, m'a-t-on dit. C'est l'une qui est palestinienne, nationaliste palestinienne, qui veut retrouver un territoire où les Palestiniens seraient chez eux, et une autre qui serait islamiste proprement dite, c'est-à-dire dont le but n'est pas de reconquérir les terres appartenant aujourd'hui à Israël, mais d'entamer la révolution islamique mondiale. Les événements locaux, ça, ils s'en fichent un peu. C'est pour ça, c'est le sens de ma question. Il y a une montée incontestable depuis la décennie 90 de l'islamisme dans cette région, sachant que les frères musulmans ont été créés en 1928. Et est-ce que, justement, dans le rétablissement un jour d'une paix durable, est-ce que là, on ne se heurte pas à un obstacle majeur, quelles que soient les volontés de développement des monarchies du Golfe ? Est-ce que l'islamisme est globalement en développement depuis... Il a été, mais est-ce qu'il est encore depuis 10-15 ans ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments pour juger. Il a quand même perdu l'Égypte, qui est un gros morceau, c'est la moitié de la population de la région. Absolument, oui. C'est le pays fondateur des frères musulmans. Erdogan est islamiste, mais enfin, il a surtout une réelle politique qui est très subtile, mais efficace du point de vue de la Turquie. Les frères musulmans, ils ont été créés en effet dans les années 20, mais sous la tutelle des Anglais qui voulaient, et ensuite ils ont été aidés par les Anglais contre le régime de Nasser, qui s'était aligné sur l'URSS. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont fait que des bêtises. On a vu qu'ils n'avaient pas de cadre vraiment compétent, donc l'armée a repris le pouvoir. C'est assez... Il faut quand même voir l'ambiguïté des relations entre les islamistes et l'Occident. Pendant longtemps, je crois aujourd'hui, le siège officiel est à Aix-la-Chapelle. Il y a une petite... d'abord, c'était à Munich, parce qu'à Munich se trouvaient les installations prêtées par Hitler au mouvement arabe. Puis ils ont déménagé à Aix-la-Chapelle. C'est une ambition impériale européenne. Dans le choix n'est pas tout à fait neutre. Mais on dit tout de même que les frères musulmans sous le contrôle du MI6, c'est qui choisit même ses dirigeants. Il y a le double jeu, le triple jeu particulièrement pervers du Royaume-Uni à l'égard de l'islamisme en général et du monde arabe en particulier. Il y a des liens très particuliers qui sont... alors, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. J'ai trouvé d'autant plus scandaleux la décision de justice, j'en profite pour en parler, qui a frappé les dirigeants du groupe des Simon Lafarge, qui ont pris 6 mois de prison, alors que ce sont dans le privé des honnêtes gens. Les Simon Lafarge avaient une grosse usine dans le nord de la Syrie, qui est passée sous contrôle islamiste. Ils avaient le choix entre fermer l'usine ou la garder ouverte et verser une rente au mouvement islamiste. On peut considérer ça comme très coupable, mais enfin, les hôteliers de la côte basque française payaient aussi une rançon à l'OTA quand elle était là. Mais surtout, ces islamistes qui ont été aidés par les Simon Lafarge étaient nos alliés. C'était de nos alliés, pire que de nos alliés. Le général Wesley Clark, qui était ancien commandant-chef de l'OTAN, dit que c'est nous, les Occidentaux, qui avons fabriqué Daesh. Parce qu'il y avait 2 groupes, il y avait Al-Nusra et Daesh. Al-Nusra, sa généalogie, ça remonte à Al-Qaïda. Absolument. Et il n'y avait pas d'autres troupes sur le terrain pour lutter contre Bachar el-Assad. Il n'y avait pas d'autres troupes. Il ne faut pas imaginer qu'il y avait des islamistes modérés quelque part. Ça, c'est de la propagande. Et quand il y avait les Kurdes qui avaient leur propre stratégie, qui étaient juste au nord, et donc ils ont été nos alliés,
pendant au moins 10 ans, plus, puisque nous avons porté au pouvoir, finalement, nous, c'est-à-dire les démocrates américains, mais avec des forces très spéciales derrière, ils ont porté au pouvoir en 2001, après la nouvelle élection de Trump, avant qu'ils ne prennent le pouvoir. Parce que les démocrates qui étaient derrière toutes ces combines se disaient si Trump revient aux commandes, mais il pouvait revenir élu le 5 novembre, il ne pouvait revenir aux commandes que le 20 janvier. Donc dans la semaine du 10 au 20 janvier, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour renverser Bachar el-Assad et mettre à la place des barbus, des vrais barbus islamistes. Oui, qui viennent de l'Assad. Quand j'entends des commentateurs dire ah mais l'Iran c'est un État islamiste, etc. Oui, mais d'accord, mais enfin c'est nous qui avons mis en place un État islamiste en Syrie, qui est un pays très développé, très tolérant. Enfin c'était pas forcément démocratique, mais c'est une autre question. Alors tout ça est on va assez... peut-être passer le bobino là, parce qu'on arrive à la moitié de... Alors Claudia, le bobino. Nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure. Merci Claudia. Alors, Roland Gros, oui, Roland, je vous en prie. Un petit détail sur cette affaire de Syrie. Nous avions un service de coopération avec le gouvernement de Syrie qui était installé à Damas. Puis quand la guerre a éclaté, M. Juppé a trouvé bon de rompre intégralement les relations diplomatiques, donc fermer le lycée français de Damas, qui était un des endroits où on entretenait la francophonie. Et puis... c'est le service de coopération de Beyrouth qui a pris la relève. Et quand quelqu'un qui venait des zones islamisées ou islamistes allait demander de l'argent pour un projet de coopération à Beyrouth, il l'obtenait. S'il venait des zones occupées par l'armée syrienne, l'armée de Bachar el-Assad, il n'obtenait rien du tout. Il n'y allait pas d'ailleurs. On l'avait bien découragé d'y aller. Il faut le savoir. Ce qui rend la décision dont je parlais d'autant plus absurde. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre dans le tribunal à peu près tous les responsables de la coopération française entre 2010 et 2020. C'est dans la région. Et sans doute pas que. Roland Hureau, donc on a, je vous prie de m'excuser de vous interrompre, mais vous nous avez expliqué toute la complexité de la situation au Proche et Moyen-Orient dans ses différents aspects, partant du conflit actuel entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Mais aujourd'hui, à côté de ce conflit au Proche-Orient, conflit majeur, nous avons un autre conflit en Europe, conflit avec l'Ukraine, avec toutes les répercussions pour l'Europe occidentale et pour la France, puisque il y a tout le problème toute la question de l'approvisionnement en gaz, finalement, qui a été mise en cause et pratiquement interrompue. Et puis, un conflit en Europe orientale dont on ne voit pas encore quelle est l'issue et qui est là aussi profondément perturbant à partir du moment où il se double du conflit au Proche et Moyen-Orient. On n'entend pas beaucoup autant parler parce que ça ne bouge pas. Les deux armées piétinent, l'une en face de l'autre. Je suis quand même étonné que l'armée russe n'avance pas plus vite. Ou n'avance... j'ai pas l'explication dernière. Est-ce qu'ils le font exprès? Est-ce que c'est parce qu'ils sont faibles? Est-ce que... Je crois qu'ils ont des faiblesses... Enfin, ils avaient quand même les moyens logistiques de les combler. Est-ce qu'ils veulent éviter d'envahir toute l'Ukraine, comme ils en seraient sans doute capables, pour pas créer une situation de guerre mondiale par le choc que ça représenterait en Occident? Je ne sais pas. Il faut. Mais Poutine s'est fâché là, il n'y a pas très longtemps. Il a dit que ça pouvait pas continuer comme ça.
si le gouvernement ukrainien ne se rendait pas, n'acceptait pas les conditions de négociation qui lui sont proposées par la Russie, avec des ajustements de détail, et notamment le transfert du Donbass vers la Russie, et le Donbass qui est peuplé entièrement, non pas de russophones, mais de Russes, des gens qui n'ont jamais imaginé depuis leur naissance qu'ils n'étaient pas Russes, il faut le savoir. Ah oui, parce que et puis, lors de la République des deux nations, Pologne-Lituanie, qui avait envahi l'Ukraine, le territoire ukrainien, à l'époque, s'arrêtait à l'ouest du Dniepr. Et donc, le Donbass n'a jamais été ukrainien en tant que tel. Oui, puis il y avait du monde, parce que quand Staline a voulu industrialiser la Russie, il a fait venir de gré ou de force des ouvriers de toute la Russie qui se sont retrouvés là. Oui. Ils n'ont pas parlé l'ukrainien, ils ont parlé le russe, c'est sûr. Enfin bref, il y a des conditions, et que si ces conditions n'étaient pas acceptées, c'est toute l'Ukraine qui serait conquise. Et en même temps, il a augmenté ses bombardements sur Kiev. Ça serait un bon moment pour lui, parce que les États-Unis sont entièrement absorbés par le Proche-Orient. Et puis de toute façon, en Europe, ils ont envoyé 40 milliards à l'Ukraine, qui ne servent à rien qu'à faire tuer des gens, puisque tout le monde sait bien que l'Ukraine ne va pas gagner la guerre. On le savait dès le départ, d'ailleurs, comme disait un observateur américain, qui peut imaginer que le Mexique puisse gagner une guerre contre les États-Unis. C'était dès le départ, on le savait, tout ça. On le savait. C'est pour ça que ceux qui ont poussé à la guerre sont quand même des criminels, je pense. Alors et Jelimba... c'est une vieille affaire, si j'ose dire, puisque ça date des années 2000. Hein. Et il y a d'ailleurs, quand on lit Le Grand Échiquier de Brzezinski, il y avait textuellement écrit qu'il fallait prendre le contrôle de l'Ukraine pour lutter contre la Russie. Ce qui était montré... Pas pour lutter, pour la démanteler. Pour la démanteler. Et la diviser en plusieurs républiques démocratiques. Ce qui montrait d'ailleurs une mauvaise perception de l'évolution des choses, parce que la puissance chinoise est en train de monter en puissance, si j'ose dire, et la Russie était quand même très affaiblie par la dissolution de l'URSS. C'est d'autant plus coupable de la part de Brzezinski que dans ses vieux jours, il a changé d'avis, et il s'est dit qu'au fond, la Russie n'était pas un enjeu majeur, qu'il fallait plutôt se préparer à affronter la Chine. Oui, mais après avoir intoxiqué toute une génération sur l'idée qu'il fallait détruire la Russie. Oui. C'est ce qui a fait tout de même au moins 2 millions de morts, quoi. Je veux dire, c'est l'irresponsabilité de ces professeurs de géopolitique qui disent... l'irresponsabilité, puis presque un manque de vision, enfin... parce que c'est leur métier d'avoir de la vision. Oui, parce que dès les années 90, il y avait une montée en puissance de la Chine, puisque la Chine a été admise à l'OMC en 2001, et que je dirais, le développement industriel de la Chine paraissait quand même supérieur au développement industriel de la Russie à l'époque. Donc, au niveau américain, on pouvait se douter qu'il y a un rival qui montait en puissance et que l'erreur, c'était de s'attaquer d'une certaine manière en même temps à la Russie. Ça a été une erreur de faire rentrer la Chine dans l'OMC. Et ça a été une erreur pour la Russie de vouloir rentrer dans l'OMC aussi. Mais je crois qu'il en est ressorti avec les sanctions. C'est comme s'il n'y était plus. Mais enfin, oui, mais non, le conflit aurait pu se régler si un des pays de l'OTAN, y compris la France, avait dit non, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Et ça a été clairement et nettement affirmé, comme aujourd'hui tout le monde est d'accord là-dessus. Hein, le litige n'est plus là-dessus. À part Zelensky qui... entre deux fumeries spécule, mais on aurait dit ça en 2002, je pense que le conflit n'aurait pas éclaté, c'était ça la raison. Au départ, de 1991 à 2022, à en 2007, il y a déjà eu la révolution orange. Hein. Oui, c'est ça. À 2010-14, la Russie n'a rien revendiqué de l'Ukraine. Pas même la Crimée. L'affaire de la Crimée, ça a été une revanche
de Maïdan. Contre la révolution Maïdan. Donc, on ne va pas revenir. D'abord, j'en profite pour annoncer que je vais publier bientôt un livre sur ce sujet-là, qui s'appelle l'Ukraine, qui s'appelle l'Ukraine, tombeau de l'Europe, point d'interrogation. Vous viendrez nous présenter. Je le ferai, bien entendu. Je vous remercie de votre invitation anticipée. Il n'est pas encore édité, mais enfin, ça viendra. Alors, pour ce qui est donc du conflit, c'est l'avenir qu'il faut regarder. Trump aurait voulu s'en retirer, mais il continue tout de même à envoyer des armes à l'Ukraine. Trump est très tributaire du lobby militaro-industriel. C'est-à-dire que cette guerre sert sûrement pas les intérêts du peuple ukrainien, ni du peuple russe, mais celui du lobby militaro-industriel américain, oui. Alors, sachant que, vu la consommation de munitions au Proche-Orient, les Américains limitent leur rapport à l'Ukraine et même renvoient des... Ils aimeraient que ce soit les Français, mais enfin, est-ce que les Français paient des impôts pour envoyer 40 milliards à M. Zelensky, qui est un homme corrompu jusqu'au dernier degré, qui est totalement... Alors, l'autre option, il y a encore toujours ce fantasme des changements de régime. En Occident, beaucoup de gens ont espéré longtemps que Poutine était tellement mauvais, tellement mauvais, mais entre parenthèses, on aimerait avoir des chefs d'État de cette qualité chez nous. Il serait renversé parce que la population n'en voulait plus. Bon, là aussi, la guerre lui permet de jouer à supposer qu'il soit devenu impopulaire comme tous ceux qui restent trop longtemps en place. La guerre le consolide et surtout, les seuls qui puissent se prendre sa relève, ce sont des gens qui sont beaucoup plus militaristes que lui. Le mécontentement à l'égard de Poutine au sein de la Russie, il existe, il est très important, mais il vient de gens qui disent qu'il n'est pas assez dur. Il devrait terminer ce conflit et quitte à intensifier la guerre. Donc c'est les Occidentaux qui comptent sur une chute de Poutine pour trouver quelqu'un de plus arrangeant. Chute de Poutine qui se passera pas d'ailleurs, qui se passera pas. Se trompe beaucoup. Et j'ai pas de... Bon, on sent aussi que Trump, qui aimerait finir cette guerre, n'a pas toutes les commandes en main, que derrière lui, il y a notamment tous les Européens, quasi unanimes, à part les Espagnols, qui veulent poursuivre cette guerre à tout prix, et de manière absurde, puisque elle ne sera pas gagnée, point, certain. Bon, si elle continue, il y aura des morts dans la jeunesse ukrainienne, mais s'il en reste de la jeunesse ukrainienne... Les pertes de part et d'autre sont extrêmement conséquentes. Écoutez, elles sont beaucoup plus importantes du côté des Ukrainiens. Le rapport de force en matière de capacité de tir d'artillerie entre les Ukrainiens et les Russes, il est de 1 à 5. C'est-à-dire que là où un Ukrainien tire un obus, l'armée russe en tire 5. Bon, et c'est ça depuis le début. Alors qu'on ne me raconte pas que les pertes russes sont beaucoup plus importantes que les pertes ukrainiennes. Ils en ont de très importantes, probablement de l'ordre de la centaine de milliers. Mais du côté ukrainien, c'est de l'ordre de millions, ou de plus, peut-être de millions. C'est dramatique. Et toute une génération qui a disparu, quoi. Et puis la population qui était de... Ça s'est jamais vu non plus dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais vues dans l'histoire. Vous avez une population de 50 millions, elle est tombée à moins de 25 millions. Jamais. Entre 14 et 18, la France n'a pas perdu plus de la moitié de sa population. Nous avons perdu 1 400 000 soldats morts, plus beaucoup blessés, mais c'est unique dans l'histoire. Un pays qui se vide à cause d'une guerre. Il y a une forte émigration. Et puis j'ajoute que pour le commencement de la guerre, l'affaire de Maïdan, légitime ou pas légitime, je veux dire, est-ce que les gens étaient fondés à se révolter ou pas ? Les Américains, au Congrès, il a été dit qu'ils avaient versé 5 milliards pour faire cette révolution.
Victorien Nuland qui l'a dit. Bon, mais je ne discute pas de savoir si c'était fondé, pas fondé, juridique ou pas juridique. Je veux dire, en droit ou... Mais ce qui est certain, c'est que jamais dans le monde occidental tel qu'on le considère, un gouvernement élu par la population dans des conditions régulières est renversé au bout de 3 ans au motif qu'il est impopulaire. Par quoi que ce soit, un coup d'État, une révolution, etc. Ça ne s'est jamais produit, ni en France, ni en Angleterre, enfin, sauf le Directoire, mais enfin, qui a été renversé par la force. Mais c'est loin, et c'était autre chose. Donc, et tout le monde a clamé que c'était un progrès de la démocratie, que la démocratie avait fait un grand pas en avant en pénétrant l'Ukraine. Bon, alors vous me direz, ces élections qui avaient eu lieu en 2010, pourrait ne pas avoir été régulière. Moi, j'ai un témoignage personnel d'un vieil ami qui était directeur de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité européenne qui est basée à Vienne, qui m'a dit qu'il y avait beaucoup d'observateurs sur le terrain qui n'avaient rien trouvé à redire aux élections de 2010. Et puis en 2004, c'est comme aujourd'hui, si vous avez M. Macron qui n'a plus que 15% d'opinion favorable, est-ce que ça, sur le plan démocratique, ça justifie qu'on le renverse et qu'on le remplace par quelqu'un d'autre? Bien entendu, non, pas nos normes démocratiques à nous, hein, c'est sûr. Alors, je ne sais pas, je crois que là, ça frémit un petit peu avec cette déclaration de Poutine. Il faut espérer que s'il met les moyens pour finir la guerre, il ne fera pas trop de dégâts, mais... c'est l'opinion russe en a marre. L'opinion russe en a marre. Je ne parle pas de l'opinion ukrainienne, bien sûr. Oui, parce que, incontestablement, les Occidentaux ont fait des erreurs à partir des années 90, mais ne croyez-vous... Bien avant. Pardon ? Bien avant aussi. Mais... Oui, mais enfin, au moins depuis l'éclatement de l'URSS. Mais ne croyez-vous pas non plus que Poutine, s'engageant dans cette guerre, s'est fait quand même à terme au détriment de la Fédération de Russie, parce que à l'Est, sur ses frontières orientales, il y a une Chine qui a pris une importance considérable, qui est maintenant le rival des États-Unis, et que la Russie, en termes de développement, par rapport à la Chine, quand même, est aujourd'hui dépassée. C'est d'abord la Russie est d'abord une puissance exportatrice de matières premières, d'hydrocarbures, et ne croyez-vous pas que, vu du point de vue russe, la poursuite de cette guerre altère quand même et à terme son potentiel, et que par rapport à la Chine, elle est quand même, je dirais, réduite à l'allié qui suit. Il ne m'appartient pas de porter un jugement, hein, parce que s'il l'a fait, c'est un homme très pondéré. Hein. Par exemple, quand on lui a proposé, son état-major lui a proposé d'aller sauver Bachar el-Assad en 2000. Il ne l'a pas fait, mais est-ce qu'il en avait les moyens ? Son chef d'état-major des armées a été interrogé. Il a dit, écoutez, nous avons repris la Syrie en 2018, je crois, avec 5000 hommes. Non, même avant, je crois, en 2015. 2015. Septembre 2015. Nous en avons 1 million en Ukraine. En prendre 5000 pour aller en Syrie, ce n'est pas un problème. Poutine a réfléchi un petit peu. Il a dit « niet ». La raison, on ne sait pas. Il avait la sagesse de ne pas vouloir s'engager sur plusieurs fronts. Il y avait aussi, je pense, c'était... je crois que Bachar el-Assad avait commencé par énerver beaucoup de monde. Mais enfin, ça, c'était pas un partenaire très, très docile ou très facile, mais en tous les cas, si vous pensez connaître mieux que lui les intérêts de la Russie, oui, mais il faut savoir que quand même le grand perdant, c'est l'Europe occidentale. C'est quand même, nous sommes les grands perdants de cette affaire, et beaucoup plus que la Russie. La Russie connaît, le rouble n'a jamais été aussi élevé, ils n'ont pas d'endettement, ils ont un taux de croissance bien supérieur au nôtre. Pour le moment, c'est pas eux les perdants. Les perdants, et c'est pas les États-Unis non plus, qui conservent la croissance, qui sont devenus autonomes sur le plan énergétique, qui sont même exportateurs d'énergie. Qui nous vendent du GNL. Oui. Ah. Et donc, les États-Unis ont profité, les Russes ont profité, et les grands perdants, et on n'a pas encore tout vu, ce sont les Européens.
et spécialement l'Allemagne. L'Allemagne va très mal quand même, beaucoup plus mal que la Russie. Oui, alors, elle a perdu. L'Allemagne d'ailleurs va mal sur 2 plans. D'une part, son approvisionnement en gaz a été interrompu et avec les coûts qui s'en suivent. Et puis là aussi, je parlais de la Chine, mais il y a le développement de la Chine qui fait que l'Allemagne était exportatrice de machines-outils et de biens d'équipement vis-à-vis de la Chine. Maintenant va voir ce marché, je dirais, potentiel se fermer puisque les flux vont s'inverser. Elle était en train de perdre des parts de marché en matière de machines-outils au profit de la Chine, déjà. C'est pas... Oui. La crise de l'Allemagne est très profonde. Et c'est pas seulement une crise économique, c'est aussi une crise morale. Ils ne sont pas aussi travailleurs qu'ils l'étaient. Leurs soldats ne veulent pas se battre. Et ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, d'ailleurs. Avec des gens qui connaissent un peu mieux le sujet. Moi, je le connais, mais un peu moins. Je le connais parce que j'ai une fille et un gendre qui vivent à Munich, qui me disent quand même que des choses bien pires que ce qu'on rencontre en France. Mais il faudrait trouver des gens comme Édouard Husson, par exemple, qui s'y connaît. Moi, je veux bien participer à une table ronde sur l'Allemagne. On pourra, parce que là, on sort un peu de notre sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. En tous les cas, la Russie ne me paraît pas avoir perdu beaucoup. Le prix du pétrole a augmenté. C'est chaque fois des rentrées supplémentaires pour elle. Elle vend son pétrole très cher, beaucoup plus cher. Mais elle n'a pas quand même, elle n'a pas, je dirais, en termes de technologie, en termes industriels, elle n'a pas développé le potentiel que la Chine a développé. Du temps du communisme, tout le monde croyait que la Chine... Ils n'ont pas l'air en position de rivalité parce que leur temps à s'embrasser, le président chinois et le président, alors qu'il y a 1,5 milliard d'habitants en Chine et seulement 150 millions en avec une Sibérie Russie, peu peuplée. Mais les Chinois l'ont pas revendiqué encore. Non. Bon, mais d'ailleurs ils en font une conquête silencieuse, c'est-à-dire qu'il y a des immigrants chinois qui vont très nombreux en Sibérie. Mais en fait, ils sont pas obsédés par les frontières pour autant, ni les uns ni les autres. En tous les cas, le grand perdant, et c'est dramatique, c'est l'Europe. Et alors, quand l'Europe va mettre 50 milliards de plus, compte tenu de c'est vraiment comme le joueur qui perd, et qui croit qu'en mettant une mise supplémentaire, il va tout à coup gagner. Surtout dans un pays comme le nôtre, qui est endetté à des niveaux qu'il n'a jamais connus en temps de paix. Bien sûr. Alors justement, on parlait de la Chine, on parlait de la Russie. Et ces 2 pays ont une influence importante maintenant sur le continent africain, alors que la France, par rapport aux positions qu'elle occupait précédemment en Afrique, en a perdu, avec la présidence actuelle, a perdu quelque peu ses influences, parce qu'elle ne conserve plus qu'une base militaire à Djibouti, une petite base au Gabon, qui est plus un centre de formation qu'une véritable base militaire. Pour le reste... elle a perdu ses points d'appui en Afrique. Ça, c'était une volonté délibérée depuis très longtemps du gouvernement français. Je connaissais M. Messmer, j'avais la chance de le connaître. Lui, il était partisan de dégager toutes les bases françaises en Afrique. Mais il n'avait pas une conception... Alors justement, c'est très intéressant, parce que quelle était la conception ? Parce que justement, je ne connaissais pas cette information, et quelle était sa vision ? Il disait que c'est une source d'embêtement, il suffit qu'il y ait un scandale sexuel ou autre autour de la base, on va nous accuser, etc. Mais lui avait une conception colonisateur-colonisé. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est la rivalité. Les colonisés sont un terrain de bataille, mais ce qui compte, ce sont les autres puissances susceptibles de s'installer en Afrique. Et ça, il n'avait pas encore perçu. Il voulait supprimer la base de Centrafrique, qui a été supprimée. Moi, je n'étais pas trop d'accord, mais enfin, je disais timidement, parce que c'était un grand monsieur. Il reste que... Il y aurait eu beaucoup moins de guerres civiles en République centrafricaine si on avait gardé la base. Parce que je dirais même qu'à un moment donné, il n'y avait plus que 500 soldats français en Centrafrique.
on les aurait montés à 1000 ou 2000, on aurait évité une grande guerre civile. Hein. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Vous savez, ça fait peur. Hein. Un Européen bien armé, vous avez vu les batailles du Mali. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de soldats français engagés. D'abord, nous avons un président qui est raciste. Son racisme apparaît tout le temps. C'est-à-dire qu'il a fait quelques bévues, c'est le mot qu'on peut C'est pas dire. des bévues, c'est l'expression de son tempérament profond. Je ne dirais pas que je ne permettrais pas mais moi, de porter ce genre de jugement sur le président de la République, mais il y a incontestablement, même dans les relations qu'il a eues, par exemple, je ne me rappelle plus exactement du pays d'Afrique occidentale, mais où il s'est moqué du président de... Burkina Faso, mais il était encore plus abject au Congo, oui. ancien Congo belge, partout. Il exprime ce qu'il est, c'est-à-dire un mépris profond pour les Africains. La seule chose qui l'intéresse, c'est de passer des soirées avec des jeunes Africains. Les Africains le savent en tous les cas. Hein, je ne permettrai pas. Mais ça s'est affiché publiquement sur la télévision. Ce qu'il y a, c'est que incontestablement, parce que Pierre Messmer, c'est très intéressant, parce que Pierre Messmer, c'était un grand connaisseur de l'Afrique, puisque c'était un ancien de la France d'outre-mer, il avait fait l'école de la France d'outre-mer, et il avait été gouverneur, donc c'est quelqu'un qui connaissait très bien l'Afrique, et qui, très gaulliste, disons, d'esprit, voyait les intérêts de la France. Il n'en est pas de même, la position d'Emmanuel Macron est beaucoup plus, je dirais, ambigu, et il est un fait que le départ des Français... Alors, pardonnez-moi, il n'est pas ambigu. Il a un projet stratégique qui est de diminuer le rôle de la France, et qui lui a été imposé par d'autres, qui lui a été dicté par d'autres, et qu'il exécute. Je veux dire c'est pour ça qu'il va souvent en Afrique, pour discréditer un petit peu plus. Chaque fois qu'il va dans un pays, il discrédite la France. Alors, vous n'allez pas me dire qu'il était tellement bête et qu'il ne s'en aperçoit pas. Non, il y a des moments où mais je ne dirais pas non plus, je ne porterai pas de jugement, mais bon, il est un fait que il y avait eu ces propos de Donald Trump à Sharm el-Sheikh, souvenons-nous. Enfin, il avait été le seul chef d'État à faire l'objet d'ironie de la part du président des États-Unis. Mais s'agissant de l'Afrique, oui... on a perdu toutes nos... on a perdu nos bases, parce que... on ne les a pas cherché à les garder, les bases. Oui, mais entre un retrait volontaire et la manière dont les choses se sont réalisées, c'est une humiliation pour la France. Ça dépend dans quel pays. Il y a eu une vague où le pays voisin demandait à la France de partir, donc l'autre ne voulait pas la rester. D'abord, il y a quelques pays avec lesquels nous avons gardé de bonnes relations. Le Gabon. La Mauritanie, oui. On a de bonnes relations, je crois, avec la Mauritanie. D'ailleurs, il y aurait la prochaine secrétaire générale de la francophonie pour être mauritanienne, d'après ce que j'ai lu. Ah oui, et c'est pas... j'ai pas le nom en tête, mais on dit que ça pourrait être une mauritanienne. Hein. Oui, peut-être, mais il était question que ce soit la petite fille de Patrice Lumumba, mais je ne sais pas, c'est exclu, ça, c'était une très bonne idée, je trouve. Ensuite, vous avez le Bénin, je crois que ça se passe pas trop mal. Le Sénégal, il y a eu une espèce de coup d'État il y a 3 jours qui fait que le plus anti-français des gouvernants, qui était le Premier ministre, a été révoqué par le président, mais la situation est instable, hein, parce qu'il avait quand même derrière lui une partie de la jeunesse. Or, il y a quelques pays qui sont... la Centrafrique, nous nous en sommes retirés volontairement et nous avons demandé aux Russes d'y aller. C'est les Français qui ont... Oui. Enfin, c'est Macron. Donc il ne faut pas confondre l'hostilité à Macron et l'hostilité à la France. Je veux dire, moi je fréquente, j'invite de temps en temps des prêtres africains qui viennent faire servir les suppléants dans nos paroisses. J'ai vu des Sénégalais, j'ai vu des Burkinabes. Bon, ils me disent que l'hostilité à la France, au niveau populaire, elle n'est pas aussi marquée qu'on pourrait l'imaginer. C'est surtout les politiciens qui se servent de la France comme des fouloirs. Quant au Sahel, les Russes ont pris des positions, mais enfin, à la suite de maladresse ainsi. Au Tchad, nous avons été... Je sais qu'il y avait une base française. Elle devait être... elle était en balance, rien n'était décidé.
Le ministre des Affaires étrangères français, Monsieur Barrot, y va. À la sortie de l'entretien, le président décide de supprimer la base française. Quelle connerie est-il allé dire? Je le sais d'ailleurs un petit peu. Il est allé leur donner des conseils de haut sur parce que sur ce qu'il devait. Une relation privilégiée avec le Tchad. Bien sûr, c'était bien la sûr, grande base. Bien sûr. Et puis on pouvait. Vous avez Boko Haram. J'ai pas approfondi, mais je crois que la France, les soldats français n'ont pas participé suite d'ordre venu de haut à une opération contre Boko Haram. Boko Haram, on pouvait quand même être utile pour lutter contre Boko Haram, qui est pas très défendable. Là, vous avez raison. Vous parliez des prêtres que vous receviez, mais au Nigeria, les médias n'en parlent pas assez. Mais la population chrétienne du Nigeria souffre de massacres extrêmement importants. Bien sûr. Ce n'est pas assez souligné. Celle qui est dans le nord, oui. Dans le nord, oui. Oui, parce que le gros de la population chrétienne est dans le sud. Mais dans le sud, elle ne souffre pas, puisque tout le monde est chrétien. Mais dans le nord, il y a des musulmans qui sont toujours majoritaires. Et c'est un vieux problème, c'est-à-dire que... je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour c'est-à-dire que c'est un immense pays qui fait 200 millions d'habitants, plus que tous les États francophones. Qui n'a pas jamais eu, qui est proche des États-Unis, mais que s'est jamais engagé sur le plan diplomatique à la mesure de son poids. Du temps des Anglais, les Anglais aimaient déjà les musulmans, ils préféraient les musulmans. Donc ils avaient fait rentrer dans leurs écoles militaires de haut niveau l'aristocratie du Nord qui était musulmane. Et qui, à un moment donné, prenait le pouvoir assez facilement. La situation s'est complètement renversée parce que les musulmans étaient en position dominante. Le Sud avait des chrétiens, anglicans à l'ouest, catholiques à l'est, beaucoup mieux instruits, et puis ayant le pétrole. Donc le pétrole plus l'instruction, ça les a progressivement fait passer en position d'hégémonie. Alors les musulmans qui sont au nord, ils se voient un peu dépassés par la situation, donc ils ont eu des prêcheurs islamistes qui venaient de pays que nous subventionnions probablement dans le Golfe et qui les ont excités pour faire ce mouvement désastreux de Boko Haram. On s'en est pas beaucoup mêlé. Mais enfin, le Cameroun est un pays qui... ça ne veut pas dire que les relations sont bonnes avec Macron, puisque quand Macron a envoyé un délégué spécial pour les droits des homosexuels... non mais ça c'est désastreux, c'est désastreux. Il ne faut pas imaginer que c'est des petites choses, ça démolit notre réputation. Alors c'est pas tout les Africains... sont pas contents, mais enfin je veux dire il y a quand même des causes ponctuelles, c'est pas et si on faisait pas ça déjà ça se passerait mieux. Alors le président Biya qui est plus de 90 ans, près de 90 ans et qui dirige son pays depuis la Suisse, c'est oui, parce qu'il est très âgé, mais il vit en Suisse. Oui, mais il a un directeur de cabinet très efficace qui est au pays, il lui téléphone souvent, et puis il y va. Donc Biya a donné l'ordre très clair que cet ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire pour les droits des homosexuels ne descendrait pas de l'avion. Mais, il ne pourrait même pas poser les pieds sur le tarmac. Et tous les autres ont réagi comme ça, d'ailleurs. Mais quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur le sujet, diplomatiquement, en termes de politique étrangère, ce sont des erreurs manifestes. Enfin, c'est pas des erreurs, c'est une volonté délibérée de faire passer une certaine philosophie, même aux Africains. Et s'ils ne l'acceptent pas, c'est déjà de montrer sa supériorité par rapport aux Africains. Oui, mais moyennant quoi? Parce que, je dirais... Il n'y a pas que ça comme contentieux. Oui, mais voilà. C'est facile de perdre des positions, de détruire des situations, mais si la France voulait remonter la pente en Afrique, si elle en avait besoin, si elle y trouvait intérêt, ça se retrouverait extrêmement difficile. Et justement, dans la relation avec l'Afrique, Roland Hérault, est-ce que vous croyez qu'il faut remonter le terrain? Oui. C'est le devenir de notre armée. Parce qu'il n'y aura plus personne qui rentrera à Saint-Cyr s'il n'y a pas quelque part l'odeur du sable chaud. Ça, c'est mon opinion. Personne ne l'a dit, je le dis. J'en profite. Mais, non, mais je vous comprends tout à fait. Quelque chose.
D'autre part, je ne pense pas que la position soit extrêmement dégradée. Oui, les Russes ont pris des positions militaires dans le Sahel, dans 4 pays. Ça n'a pas été couronné de succès. Alors, ils se sont pris une raclée extraordinaire. Oui, absolument. Bien pire que nous, jamais dans le Nord-Mali. Oui. Est-ce que nos services spécialisés, ils sont pour quelque chose ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les Russes sont comme des Martiens au Sahel. Ils n'ont aucune tradition culturelle, capacité de dialogue avec les gens de ces pays qui vont s'en apercevoir progressivement. Il y a trois pays. Le Niger, Macron s'est comporté avec une stupidité mais abyssale quand il y a eu un coup d'État au Niger, qui était un règlement de compte entre deux types qui se connaissaient depuis 50 ans, depuis 40 ans, et dans laquelle nous n'avions pas à interférer. Il y a eu 40 coups d'État, au temps de Foccart et du général de Gaulle dans cette région. Mais qu'est-ce qui se passait quand il y avait un coup d'État ? Généralement non sanglant. Le nouveau président allait à Paris. Il était reçu 20 minutes par le général de Gaulle, et puis ensuite il était reçu 1 heure ou 2 avec Foccart, il renouvelait tous les accords de coopération, et puis c'était fini, quoi. Et puis nous n'avions pas cette prétention très idéologique d'enseigner, d'exporter la démocratie, une démocratie qui ne peut être que très formelle. Ça a commencé avec Mitterrand et oui, mais Mitterrand, la Gaulle. Oui. Non, il n'avait pas... il s'était adapté à un courant nouveau. Oui, parce il n'y croyait pas. Il connaissait suffisamment bien l'Afrique oui. pour pas s'imaginer que... Je voudrais dire un petit mot quand même sur le colonel Beau, c'est possible de... Oui. Oui, ce qui est arrivé au colonel Beau. Non, je vous en prie. Vous êtes au courant, oui, quand même. Oh, il est venu souvent à cette antenne, je crois, ou ailleurs. Oui, moi je n'avais... C'est un colonel de ce renseignement de l'armée suisse. Oui, je connais le nom, mais je ne suis pas du tout... Il passe pour pro-russe, il a écrit des livres où il cache pas beaucoup ses sympathies pour le côté russe. Mais en fait, ce sont des livres d'experts avec des arguments auxquels il est tout à fait possible d'opposer des contre-arguments, de faire des grands articles en disant « Monsieur Beau se trompe sur ceci, sur cela, sur cela ». C'est pas du tout ça qui est arrivé. Il résidait en Belgique parce que son dernier poste, c'était un poste à l'OTAN. Et du jour au lendemain, par décision totalement arbitraire de la Commission européenne, il a été privé de compte en banque, interdit de sortir de chez lui. Heureusement qu'il a eu des amis pour aller le nourrir, parce que c'est un... je crois que ça a un peu évolué, mais enfin, c'est inouï. C'est inouï. Oui, parce que bon, et le Sénat vient de voter une loi qui rend possible cela en France. C'est-à-dire quelqu'un qui, sur le plan de la politique étrangère, serait dissident, on peut, sans jugement, sans instruction, sans rien, le privé de compte en banque dans notre société, c'est quand même pas une petite chose. Le privé de moyens de paiement, il est interdit de sortir chez lui, lui interdire de sortir chez lui. Parce que privé de compte en banque, de moyens de paiement, les États-Unis l'ont fait avec des juges de la Cour pénale internationale. Oui, je crois que le juge français... Oui, mais en fait, c'est pas... mais je ne connais pas... mais je le signale. Oui. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il a écrit. D'ailleurs, je n'ai pas tout lu. Mais il est incontestablement un expert. Donc un expert, ça se respecte. Et puis un expert, on ne met pas en prison un expert, on le réfute. Oui, non, mais ça, quelle que soit l'opinion... C'est pas une prison, mais c'est pire que la prison. Parce que si vous êtes en prison et que vous avez votre carte de crédit, c'est mieux. Enfin, voilà. Alors, Roland Hureau, nous arrivons presque au terme de cette émission. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Alors, je tiens à vous remercier très, très vivement pour toutes ces informations parce que nous avons balayé cette situation extrêmement complexe du Proche et Moyen-Orient. Et je précise qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er juin 2026. Cette émission est diffusée le 2 juillet. Nul ne sait comment la situation au Proche et Moyen-Orient va évoluer d'ici le 2 juillet. Mais il faut peut-être prévoir beaucoup plus un accord, un pseudo-accord qu'une amplification des opérations militaires. Pour l'Iran, oui, je crois. Même la réouverture du détroit d'Ormuz pourrait être considérée par les États-Unis comme un acte positif. On peut faire confiance à Trump pour le claironner de cette manière. Bon, le conflit ukrainien, il est en cours. Un jour ou l'autre,
forcément les combats s'arrêteront. Peut-être que certains d'ailleurs envisagent une situation à la coréenne où il y aurait je dirais, les lignes, le conflit serait gelé sur la ligne de front actuelle. Enfin, nous verrons bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir été l'invité de cette émission. Alors, votre dernier livre, Le Grand Déclassement, la politique étrangère de la France depuis 2017, publié aux éditions de Paris Machelay, qui nous relie un peu à l'émission d'aujourd'hui. Vous allez nous sortir donc un ouvrage sur l'Ukraine, et puis je serai très heureux de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Donc je précise, chers auditeurs, que cette émission ou ce libre journal de la souveraineté qui vous est diffusé ce soir 2 juillet 2026 sera rediffusé le dimanche 5 juillet 2026, que nos auditeurs pourront ensuite l'écouter sur le site, le télécharger s'ils sont adhérents à la radio, et comme ce libre journal est filmé, ils pourront le voir dans la semaine qui suivra sur YouTube. Alors, je remercie vivement Claudia d'avoir réalisé ce libre journal. Merci Roland Hureau pour votre présence. Et chers auditeurs, nous nous retrouverons le 27 août, puisque fin juillet, nous passerons une émission d'archives. Et le 27 août, j'ai prévu de recevoir Vladimir Fedorovski pour son nouveau livre qui doit sortir incessamment. Merci Claudia, merci chers auditeurs, merci Roland Hureau. Et donc, bon été à tous. Bonsoir. Merci Michel.